que nous démarrions notre réunion ce matin. Merci de votre présence. Bonjour à tous. Bien, nous entamons donc les travaux de notre assemblée ce matin. Peut-être est-il utile de les mettre un peu dans la perspective du contexte national que nous vivons, où nous sommes dans l'attente donc de la désignation du gouvernement, mais nous savons déjà que la volonté du Premier ministre est de se pencher sur l'organisation administrative de la France, la place des territoires, la manière dont les politiques publiques sont conduites. Et je crois que cette volonté qu'il exprime rencontre complètement nos actions, nos ambitions, nos trajectoires et le souci que nous avons de servir au mieux les Aveyronnais, de porter des politiques publiques efficaces, innovantes et respectueuses aussi des équilibres budgétaires de notre collectivité, de manière à nous permettre de continuer d'investir. C'est finalement ça que nous avons à l'ordre du jour ce matin, puisque dans les rapports qui sont présentés à l'Assemblée départementale se trouvent trois éléments phares de nos volontés novatrices. Le premier, c'est la mise sur rampe de lancement de la restructuration de nos politiques en direction des seniors, de l'accompagnement de la survenue de la dépendance, du vieillissement. On a signé en juillet avec la ministre Parmentier-Lecocq une feuille de route d'expérimentation. Et cette feuille de route d'expérimentation, elle prend corps maintenant. Nous nous lançons. Nous sommes le seul département en France à le faire. Et nous voulons justement faire la démonstration que notre capacité d'inventivité, de créativité, d'adaptation la plus fine possible aux besoins de nos concitoyens, c'est sûrement la clé pour que demain on réforme un certain nombre de politiques dans ce grand champ de la solidarité. Le deuxième phare que nous avons ce matin dans notre assemblée sur l'innovation également, c'est la politique de l'habitat, sur laquelle nous nous engageons fortement aux côtés des communautés de communes qui l'ont souhaité, et la grande majorité d'entre elles l'ont souhaité, exception faite des territoires qui ont la force de frappe suffisante pour porter seuls cette politique. Tous les autres nous ont dit avoir besoin de l'échelon départemental pour les stimuler, pour tirer devant, pour coordonner, pour structurer. Et évidemment, nous voulons que cette orientation permette que la question du logement, qui est vraiment essentielle pour que les territoires se développent, trouve les réponses adaptées à tous les publics et aussi aux questions d'aménagement du territoire. Et puis la troisième, elle est vraiment d'actualité là aujourd'hui. Autour de notre marque fabriquée en Aveyron, on a l'ambition de faire en sorte que le lien entre la qualité des produits du territoire, les savoir-faire que nous avons et puis l'image forte que véhicule l'Aveyron soit finalement un signal envoyé aussi aux autres territoires en France qui ont des marques. Et donc en juillet, nous avons aussi mis sur orbite une fédération nationale des marques de territoire. Et ce matin, on va délibérer pour que nous puissions poursuivre cette aventure. Et tout ça dans le respect, dans le plus grand soin que nous devons aux finances publiques locales, aux moyens que les Aveyronnais mettent entre nos mains. Et donc on vous présente également dans cette session le rapport de la Chambre régionale des comptes qui en Occitanie a fait le choix d'auditer les 13 départements pour regarder à la loupe la façon dont ils traversent la période pour le moins tourmentée que nous vivons. Et donc le rapport sera présenté ce matin. Ce rapport, je crois, nous donne raison dans les choix que nous faisons en matière de gestion budgétaire. Je vous annonce par avance qu'il sera complété lors de notre prochaine réunion par son deuxième volet qui devrait nous parvenir d'ici là, qui est le comparatif avec les 12 autres départements, puisque la Chambre régionale des comptes nous avait annoncé qu'elle mettrait à notre disposition
cet élément intéressant, et donc naturellement nous le soumettrons à votre sagacité lors de la prochaine assemblée départementale. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je termine ce propos en notre nom à tous, en faisant un clin d'œil à Laure Valade, qui est encore jusqu'à ce soir directrice générale adjointe du pôle des solidarités humaines, qui lundi matin prendra ses nouvelles fonctions à la tête de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron, à la direction générale de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron. Et donc, en notre nom à tous, Laure, je vous remercie du travail que vous avez effectué à nos côtés au cours de ces presque 4 dernières années. Et je vous souhaite bon vent dans ces nouvelles missions qui vont nous amener à continuer de travailler ensemble. Donc, vous ne vouliez pas vous débarrasser de nous. Nous, on ne voulait pas se débarrasser de vous et on va continuer donc à se côtoyer. Merci beaucoup. Allez, donc le premier rapport. Alors, je vous informe également que nous ne sommes pas dans une pénombre choisie. Nous sommes dans une pénombre subie, puisqu'un disjoncteur a rendu l'âme. Et donc, on croise les doigts pour qu'il soit le seul et unique ce matin, sinon il faudra finir à la frontale. Allez, on y va. Donc, on a le procès-verbal de la séance du 27 juin à adopter. S'il n'y a pas d'opposition, pas de problème particulier à relever, je le mets aux voix, pas d'observation, parfait. Et donc, nous avons un premier rapport concernant les marques de territoire. Donc, j'y faisais référence à l'instant. Le 11 juillet dernier, se sont réunis à l'ère du viaduc de Millau des représentants des très nombreuses marques de territoire aveyronnaises autour du ministre Gégaud qui avait fait le déplacement et qui est à l'initiative du Made in France et donc très fin connaisseur de ces sujets. Et donc l'objet de cette rencontre était de créer une fédération nationale des marques de territoire justement pour mutualiser nos efforts, partager nos expériences et faire en sorte que au sein de cette grande dynamique du Made in France, les marques de territoire qui sont au nombre de plus de 100 puissent parler d'une même voix. Donc ce jour-là, nous avons symboliquement signé notre volonté de participer à cette aventure et vous êtes maintenant appelés à valider les statuts de cette association et à permettre que nous y adhérions. Voilà. Avez-vous des questions? Pas d'opposition, pas d'abstention, donc ce rapport est adopté. Je passe la parole à Jean-Philippe Sadou pour le deuxième rapport qui concerne donc les politiques liées à l'autonomie et le grand âge. Ce rapport est important, on va le faire à deux voix. C'est Gisèle qui va prendre mon relais. Et tu as évoqué les thèmes tout à l'heure et notre rencontre, c'est la signature de la convention cet été avec la ministre. Et donc avec un défi majeur, c'est la démographie aveyronnaise qui va préfigurer la démographie de notre pays. Et donc avec tous les enjeux liés à la prise en charge, à l'autonomie, et ça va dans le droit fil de ce que nous avions écrit dans notre projet, et également ça va dans le droit fil de ce que nous faisons depuis 2021, donc avec les actions qui ont déjà été entreprises, avec la révision du schéma, mais également donc, le souhait d'aller encore plus loin. Et donc là je vais laisser la parole à Gisèle pour présenter le sujet. Bien obligé. Bien, bonjour à tout le monde. Sur la base des données démographiques aveyronnaises et des prospectives de l'offre médico-sociale PAPH récemment actualisée, le département et l'ARS ont engagé une réflexion commune mobiliser le ministère afin que l'Aveyron puisse jouer un rôle de démonstrateur dans la mise en œuvre des politiques publiques liées au grand âge et à l'autonomie. Le projet de démonstrateur a deux objectifs: déployer un modèle intégré d'accompagnement pour améliorer la structuration des parcours des personnes âgées dans chacun des 6 sous-territoires du département, et en lien avec le schéma départemental de l'autonomie en cours d'élaboration, favoriser la recomposition et la coordination de l'offre.
Cette démarche comportée avec l'ARS a été construite autour de 3 axes et devra se traduire sur chaque sous-territoire. Un centre ou un dispositif de ressources territoriales, CRT, DRT. Un est déjà existant, comme vous le savez. Le regroupement, le partage et la mutualisation des ressources à encourager et à soutenir, et la réinterrogation de l'organisation de l'offre médico-sociale afin de développer une réponse coordonnée entre EHPAD, complémentarité de l'offre, donc, d'un même territoire et d'un territoire à l'autre. Le financement du démonstrateur fera l'objet d'un soutien de l'État et dans une logique de co-responsabilité avec le département en matière de programmation budgétaire. Le plan de financement est réparti en 3 volets. Recrutement d'un chef de projet départemental qui sera cofinancé par l'ARS et le département. Déploiement des 6 CRT-DRT dont le département a obtenu le financement en totalité par l'ARS à hauteur de 1,7 million d'euros par an. Soutien aux mutualisations et regroupements des établissements médico-sociaux. Afin de favoriser les mutualisations, l'ARS et le département se sont engagés à co-octroyer des moyens incitatifs pour créer des effets de levier dans la limite des capacités de chacun. Ce projet, validé par le ministère, a fait l'objet d'une convention cadre le 24 juillet 2025, comme vous l'a dit le Président, entre le département, l'État et l'ARS en présence de Mme Charlotte Parmentier-Lecoq, ministre déléguée en charge de l'autonomie et du handicap. À partir des éléments de diagnostic élaborés par le département et l'ARS, il s'agira de construire un modèle de réponse aux besoins des personnes en perte d'autonomie adapté aux spécificités de chacun des bassins de vie du département, d'identifier les freins et les leviers pour ensuite dégager un modèle duplicable sur l'ensemble du territoire. Et les actions qui relèvent du département et qui seront déployées ultérieurement en déclinaison du cadre posé seront proposées à la validation de la commission permanente. Celles relevant de l'ARS feront l'objet d'un porté à connaissance. Voilà, Monsieur le Président. Je ne sais pas si j'ai tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous donne juste quelques informations complémentaires puisqu'elles sont... Elles s'additionnent presque chaque jour. Nous travaillons beaucoup sur ce dossier. Donc, la pierre angulaire de ce travail, c'est le découpage du territoire en 6 sous-bassins pour y élaborer donc des contrats territoriaux qui vont permettre de mettre en mouvement toutes les couches de la prise en charge depuis le domicile jusqu'à l'établissement de santé spécialisée dans la dépendance, en passant par toutes les strates intermédiaires que je ne vais pas lister, et donc également mobiliser tous les acteurs de toutes ces différentes politiques. Et pour ce faire, nous avons besoin d'un chargé de projet départemental qui initie ce travail et permettent que dans chacun des 6 sous-bassins, bien entendu, la mécanique se mette en route. Et nous sommes en train, avec l'ARS Occitanie, puisque c'est un recrutement que nous ferons conjointement avec l'ARS Occitanie, nous sommes en train d'identifier les profils qui pourraient répondre à cette attente. Et nous avons la volonté d'avoir quelqu'un en place le plus rapidement possible, d'ici la fin de l'année, maintenant, quoi. Voilà. Qui souhaite s'exprimer? Serge Julien. Merci, Monsieur le Président. Chaque action qui s'attaque au défi du vieillissement mérite d'être saluée. Et c'est le cas de l'initiative qui est présentée aujourd'hui. Néanmoins, elle devra produire des effets concrets, alors que nous ne voyons pas encore très bien à ce stade, ce qui est logique, car il nous reste à construire. Et je remarque que les objectifs annoncés reprennent sous des termes parfois différents ceux énoncés depuis plus de 20 ans, ou bien des dispositifs existants déjà qu'il convient sans doute de renforcer, mais je suis optimiste et confiant dans l'action du département en la matière. Je voudrais insister sur 2 points. Le premier, c'est l'objectif qui apparaît dans le projet de réinterroger la complémentarité de l'offre entre les territoires.
C'est une mesure très attendue et qui peut, elle, produire effectivement des effets concrets. C'est une excellente chose de s'y employer, notamment par des redéploiements, lorsque c'est nécessaire, afin de mettre en adéquation les dispositifs et les besoins de la population sur un territoire donné. Sans occulter toutefois la question de la couverture médicale qui, en parallèle, est essentielle, dont le département s'est déjà emparé, à voir le dernier projet qui est l'internat territorial. Sur ce sujet de l'offre, sur ce sujet de la pertinence de l'offre, le département doit peser face à une ARS qui a trop tendance à raisonner régionalement, alors que les problématiques sont très locales. Le deuxième point que je mettrai en avant, c'est celui des moyens. On ne pourra pas éluder cet aspect. Chaque mesure nouvelle en matière de prise en charge du grand âge nécessite des moyens correspondants, sinon cela reste un effet d'annonce, et c'est arrivé trop souvent par le passé. L'État lui-même a repoussé trop longtemps l'élaboration d'une grande loi autonomie à la hauteur des enjeux, mais les moyens sont également nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des dispositifs déjà existants et pour permettre aux acteurs du secteur de tenir les équilibres financiers indispensables à leur pérennité. L'Aveyron affiche une ambition forte dans la prise en charge du vieillissement. J'espère que les moyens seront à la hauteur de cette ambition, qu'ils proviennent de l'État ou qu'ils proviennent du département, avec en arrière-plan, bien sûr, la question du reste à charge. Et donc nous avons dans ce domaine à faire des choix politiques essentiels pour l'avenir. Merci. Merci. D'autres interventions? Vous comprenez que la volonté que nous avons, c'est précisément celle de la proximité. Donc si nous proposons cette démarche ascendante, c'est précisément parce que nous voulons que la réponse qui sera apportée soit une réponse qui corresponde à la configuration aveyronnaise, qui n'est pas la configuration de la Seine-et-Marne ou de la Moselle. Donc on a vraiment cette volonté. Sur les moyens, je pense que chacun est conscient que nous ne sommes pas dans une période d'opulence. Donc moi je considère que notre devoir à tous est davantage de faire en sorte que les politiques publiques produisent un service public de qualité, de toujours meilleure qualité, en faisant en sorte de ne pas avoir à ponctionner nos concitoyens davantage par l'impôt, parce que qu'on soit au national ou au local, et au local on n'a pas de levier fiscal très avéré, mais l'argent magique n'existe pas. Donc lorsqu'on veut augmenter les enveloppes, il n'y a pas 36 solutions, il faut augmenter l'imposition. On ne peut pas être plus au cœur du débat actuel en énonçant cela. Et on voit bien que les Français, quand on les interroge, ne sont pas du tout disposés à davantage de pression fiscale et demandent au contraire son allègement. Donc je souscris moi complètement à cette vue et je pense que nous devons faire mieux, non pas avec moins, mais nous devons faire mieux avec les moyens qui sont actuellement sur la table. On a en revanche déjà affiché cette volonté de réorganisation et les moyens afférents, puisque l'ARS Occitanie a débloqué des enveloppes pour que nous puissions créer ces 6 sous-territoires, que nous mobilisons des moyens pour que le chargé de projet puisse agir. Donc on va aller le plus vite possible et faire en sorte que le résultat soit à la hauteur de nos attentes. Et ce que je n'ai pas dit, mais c'est dans le rapport, c'est que ce travail il est aussi le fruit de la concertation avec les acteurs, avec les experts, avec l'ensemble des parties prenantes. Donc on veut aussi qu'il suscite l'adhésion. Il faut que nous le fassions ensemble. D'autres remarques? Donc je mets aux voix ce rapport. Qui s'oppose? Qui s'abstient? Il est adopté. Je vous remercie. Nous en venons au rapport suivant concernant donc la Chambre régionale des comptes et je passe la parole à André. Bien, merci Monsieur le Président, chers collègues. Donc dans cette actualité, disons, déprimante concernant les finances de l'État, nous avons vu hier
que nous avons atteint 115% du produit intérieur brut concernant la dette, 3 400 milliards d'euros. Il y a quelques semaines, un abaissement de la dette de la France, de la note, avec à contrario une augmentation de la note de l'Italie, soit dit en passant. Eh bien, avec ce rapport, nous aurons peut-être un petit rayon de soleil dans ce brouillard matinal, puisque je dois apporter donc à votre connaissance un résumé du rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes d'Occitanie, qui intéresse les exercices 2022, 2023, 2024 et 2025. Tout d'abord, vous dire que la Chambre régionale des comptes, constatant la sincérité des comptes du département, a indiqué que leur fiabilité ne ferait pas l'objet de développement. Donc, au-delà de mes propres commentaires, comme il s'agit d'une présentation de ce rapport, je vais bien sûr vous lire quelques extraits, quelques paragraphes de ce fameux rapport. Donc, durant la première partie de la période qui, je vous le rappelle, va concerner les exercices 2022 et 2023, il est indiqué que le département a fait face à des charges de gestion très dynamiques et constituées pour une large part de dépenses contraintes qui augmentent globalement de 12%, et que l'écart de la moyenne de la strate par rapport aux autres départements est de 113 € supérieur par habitant. Et elle est principalement due au fait du poids des charges de personnel, des aides à la personne qui connaissent une forte progression sur laquelle le département, bien sûr, a beaucoup moins de maîtrise. Donc, dans un contexte, dès 2021, de changement de présidence et pour faire face à plusieurs facteurs de risque, le département a fait le choix d'aborder les enjeux liés à l'investissement avec une relative prudence et il a procédé à une mise en réserve, vous vous en rappelez, du produit supplémentaire des DMTO pour l'année 2021, soit 9 millions d'euros. Le niveau d'emprunt a été abaissé durant cette même période de 15 millions d'euros à 15 millions d'euros en 2022, ce qui lui a permis de ramener son endettement à 177 millions d'euros à la fin de 2022 et sa capacité de désendettement à 2,6 années, soit bien en deçà de la durée préconisée, en sachant que la limite est de 10 ans, donc nous 2,6. Le fonds de roulement et la trésorerie nette ont doublé entre 2021 et 2022 et quintuplé par rapport à 2019. Ensuite, sur la seconde partie de la période, nous avons toujours une augmentation des dépenses sociales et de personnel, plus 4% pour le social, hors RSA, grâce à la politique d'expérimentation voulue par le président et qui a été mise en place. La masse salariale, elle aussi, a progressé de 4%, soit 3,5 millions d'euros. Et les charges à caractère général, elles, ont été stabilisées. Les ressources fiscales progressent légèrement à 251 millions d'euros. Et ce sont les dotations versées par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie qui ont considérablement augmenté, plus 8 millions d'euros, mais il y avait des rattrapages d'un retard de versement des années antérieures. D'autre part, les redevances hydroélectriques sont passées de 5,6 à 12,2 millions d'euros. C'est une recette particulièrement importante, mais elle est aussi particulièrement volatile. Et au total, l'augmentation des produits pour le département pendant cette période, il est indiqué qu'elle se fonderait sur des recettes exceptionnelles et non pérennes, ce que nous avions déjà indiqué. Donc les conclusions pour cette première partie sont que la situation financière du département de l'Aveyron s'améliore, ce qui permet de dégager une capacité de financement brut de 65 millions d'euros en hausse de 16%. L'investissement, lui, poursuit sa dynamique à 63 millions d'euros, intégralement couvert par le financement propre et qui permet ainsi au département de limiter son emprunt pour l'année 2024 à 5 millions d'euros, soit le niveau le plus bas sur l'ensemble de la période, et donc sa capacité de désendettement qui était de 2,6 passe ainsi à 2,4, ce qui est plus que satisfaisant. Cependant, il est indiqué quand même qu'à l'instar de tous les départements, le panier de recettes fiscales sur lesquelles il ne peut décider ni des taux, ni de rien d'autre d'ailleurs, ne lui assure pas une stabilité ni une visibilité de ses principales recettes de fonctionnement. Seule une gestion prudentielle mise en œuvre depuis plusieurs années lui permet de maintenir une situation maîtrisée. Donc, dans cette logique, nous avions élaboré, vous en rappelez, un budget 2025 plus que prudent, en tous les cas, en tenant compte de la loi de finances présentée par Michel Barnier, alors que la loi de finances
présenté par M. Bayrou tombait le même jour que nous avions voté le budget, avec, dans la préparation du budget, des dépenses sociales en hausse de 1%, mais des revalorisations sont prévues en décision modificative, une masse salariale qui continue de croître à 92 millions d'euros, soit plus 5%, et donc plus 10 millions d'euros sur la période, c'est à signaler. Nous avons fait aussi en sorte qu'il y ait une ventilation analytique par pôle qui souligne un recentrage des moyens sur nos compétences obligatoires. Donc, la Chambre indique que 2 points sont à souligner dans la période, dans la méthode qui est déployée par la collectivité. D'une part, la volonté de maximiser le financement propre pour augmenter le virement à la section d'investissement, et d'autre part, la recherche et une maîtrise des dépenses de fonctionnement qu'elle a à sa main. Donc, au total, il y a des réserves confortables du département composées de son épargne, de sa réserve des MTO et des fonds de redevance qui lui permettent de maintenir la trajectoire fixée tout en finançant un investissement ambitieux. Donc, la prospective établie par le département repose sur des ratios de bonne santé avec l'objectif de maintenir un niveau d'investissement soutenu. Ainsi, la collectivité a bâti une projection 2025-2028 divisée en 2 périodes pour l'investissement. Les exercices 25 et 26 marquant un pic avec des dépenses de 75 à 85 millions d'euros, ce qui est considérable, et la fin du cycle, c'est-à-dire 2027-2028, avec une moyenne de 65 millions d'euros. Donc l'enjeu d'une telle revue, si on peut dire, des dépenses en anticipation, est bien de pouvoir procéder à des arbitrages en veillant à maintenir la qualité des services rendus à la population. La conclusion en est que, dit la Chambre, la gestion prudentielle mise en œuvre depuis plusieurs années permet au département de l'Aveyron de présenter une situation financière très satisfaisante et en décalage avec la tendance observée au niveau national et régional. Voilà, Président, pour un résumé de ce rapport. Merci, Monsieur le rapporteur général. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Monsieur Combet, oui. Seul Monsieur Combet veut parler? Eh bien, Monsieur Combet. Du coup, je parlerai longtemps. Non, merci, Monsieur le Président, chers collègues. Alors, ce rapport appelle de ma part quelques remarques et quelques commentaires. Tout d'abord, en premier lieu, il est évident qu'il confirme les analyses que nous portons tous au sein de cette Assemblée. Depuis plusieurs années, nous mettons au vote des budgets, certains les votent, d'autres s'abstiennent, mais l'analyse que nous portons collectivement, on la retrouve dans ce rapport. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distorsion entre ce que nous proposons, défendons dans l'Assemblée et l'analyse qu'en fait la Cour régionale des comptes. Et ça, c'est déjà un point important. On retrouve effectivement les enjeux, les grands de tendance et ce qu'on porte dans cette Assemblée. On le retrouve décrit de manière objective dans ce rapport. Donc il n'y a pas de commentaire précis là-dedans, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de surprise à la lecture de ce rapport. Il est conforme à ce que nous attendions qu'il soit. Et c'est plutôt positif. Après, on peut l'analyser en disant effectivement, c'est plutôt un rapport et une analyse qui souligne la qualité de gestion et la gestion prudentielle du département, et c'est un point positif. Et d'ailleurs, moi, je ne m'en cache pas en tant que président des finances, où on a souligné le travail mené sur les questions budgétaires et financières et où nous, en tant que notre groupe, on a apporté plutôt des nuances sur le choix des investissements, le choix à l'intérieur des politiques, mais qu'on a globalement et qu'on est d'accord sur les grands agrégats et les grands équilibres. Après, évidemment, dans tout choix politique, parfois on peut décider de faire tel choix et parfois on peut décider tel autre. Je ne reviens pas sur l'ensemble des propositions que nous avons pu faire, notamment sur la restauration dans les collèges ou d'autres choses, mais sur les grands agrégats, effectivement, il y a une cohérence portée.
il faut aussi se saisir de ce rapport pour ne pas s'endormir sur nos lauriers, et je crois que c'est ça aussi qui est important. Et puis, être aussi prudent, parce que moi, ce qui m'inquiète, je reviendrai là-dessus et après je terminerai sur le demain, ce qui peut nous inquiéter collectivement, c'est le modèle des départements. Est-ce que notre modèle, il est pérenne à long terme, dans le sens où, comme nous ne maîtrisons aucun levier de financement et que nous sommes dépendants finalement de recettes qui nous sont allouées, de part de DMTO, de part de TVA, on peut structurellement se retrouver fragilisé de même. Alors évidemment, le rapport le souligne, André l'a rappelé, la manière dont nous avons géré nous ont permis jusqu'à présent d'éviter cet écueil que n'ont pas évité certains départements. Mais est-ce que ce modèle-là, dans 5 ans, dans 10 ans, il reste pérenne pour l'ensemble des départements? Là, il y a un enjeu qui dépasse le cadre du département de l'Aveyron, bien entendu, qui est un enjeu de politique nationale, mais qui doit nous amener à aussi porter la parole des départements, et on compte sur vous, Monsieur le Président, auprès du gouvernement futur, de l'État de même, pour réaffirmer la place du département et réaffirmer la nécessité d'avoir des capacités de financement pour pouvoir mener à bien notre action, qu'elle soit conduite par une majorité comme la vôtre ou qu'elle soit conduite par d'autres majorités dans d'autres départements, peu importe, mais en tout cas, il faut bien que les départements puissent conduire leur politique, et il y a une vraie inquiétude sur ce modèle-là à moyen terme, enfin, c'est de ma part. Ensuite, quels enjeux pour demain? Notre gestion prudentielle aujourd'hui nous permet d'avoir des investissements, vous l'avez souligné, autour de 75 millions dans les années à venir, avec un atterrissage à 65 en fin de mandat. C'est très bien. Mais est-ce que ça suffira à porter les projets, et notamment, je pense à un projet phare qui est celui de la sécurisation de la RN 88, de sa mise en 2x2 voies. Ici, il y a de gros enjeux en termes d'attractivité du département, il y a de gros enjeux en termes de sécurité, il y a encore malheureusement régulièrement des accidents gravissimes sur ce trajet. Donc, ne nous contentons pas de dire aujourd'hui, André, il est content, et je comprends qu'il soit heureux de ce rapport, mais pensons aussi à demain, et demain, c'est quand même réussir, et vous en avez fait un enjeu du mandat, réussir la RN 88, c'est poursuivre l'attractivité de notre département. Vous voyez sur les chiffres qu'on a juste 0,1% de hausse démographique depuis 2019, donc on n'est pas un département qui attire une population largement renouvelée et supérieure, on est autour de 285 000 habitants, donc il y a aussi une attractivité à poursuivre. Il y a aussi des investissements, et là je fais un peu plus de politique, même s'il y a un plan d'accompagnement des collèges qui est mis en œuvre, il y a des investissements verts à mener autour de l'attractivité des enjeux écologiques de notre département à poursuivre. Donc effectivement, les conditions sont réunies pour le faire, et je nous encourage collectivement à poursuivre cet échange, ce dialogue. Et pour notre part, notre groupe, nous continuerons à faire des propositions dans le sens de celles que vous connaissez depuis le début, et nous pensons qu'il y a encore des marges de manœuvre pour faire différemment un certain nombre de choses. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Combé. D'autres prises de parole? André? Merci, Monsieur le Président. Bien, nous avons tous apprécié les propos de notre collègue Arnaud Combé. Il a dit que c'était un enjeu national et que le Président devait porter auprès du gouvernement les demandes aveyronnaises et plus généralement les demandes des départements. J'observe que M. Cavalery n'a pas posé de questions, mais je vais lui répondre quand même. Et à la question qu'il n'a pas posée. Et alors, vous savez tous qu'il y a un grand rassemblement demain à Bram, dans l'Aude, à côté de Castelnaudary, des hiérarques du Parti socialiste. À Bram, oui. Grand, pas grand. Non, il y a Bram aussi. Un rassemblement. Oui, mais un grand rassemblement. Mais au village de Bram. Je ne conteste pas le lieu, je commentais l'adjectif. Grand. Un rassemblement. Un rassemblement, oui. Des hiérarques du Parti socialiste. Et donc, cette année, M. Cavalery est aussi invité. Parfois, il a été évité. Et donc, à cette occasion, je lui suggère d'emporter avec lui le rapport de la Chambre régionale des comptes Occitanie, puisque c'est Mme Delga qui organise tout cela.
Et ainsi, il pourra prouver à M. Faure, qui sans cesse demande des impôts nouveaux, que sans avoir de levier fiscal à notre disposition, eh bien, nous arrivons quand même à faire de belles choses et à beaucoup investir, sans bien entendu augmenter les impôts. Voilà, M. Cavalery, pour votre mission lors de cette fête au village, si l'on peut dire. De fait, il me faut prendre la parole. Eh ben, je suis obligé de vous la donner, oui. En même temps, je vais prendre du temps parce que je ne sais pas quoi répondre. Faut que je réfléchisse. C'est gentil de me mettre en lumière, monsieur le Premier vice-président. Vous aviez préparé des éléments de langage. Que dire Je ne veux pas que tu sois écrasé par la nouvelle alliance avec LFI. Quoi. Je pense... oui, alors tu suis mal les actualités du Parti socialiste. Pour ce qui concerne mon assiduité à Bram... Pas de souci, j'y vais depuis 2021 avec beaucoup de plaisir. Je vous invite d'ailleurs, il y a un super cassoulet là-bas. Est-ce que ce sera un grand rassemblement? Je n'en doute pas. Alors, quand on parle de rassemblement, on peut voir large, donc vous êtes tous les bienvenus, j'imagine, et je transmettrai l'attention particulière que vous portez à cet événement à la présidente de la région Occitanie. Je sais pas, en général, tu rebondis pas mal sur l'actualité. Effectivement, je t'ai dit que je n'allais pas rebondir et qu'il manquait une partie de rapport, que je le ferai à la prochaine séance. Je ne sais pas s'il faut vraiment commenter un donné acte. Je t'ai fait la blague en arrivant, on ne commentait pas les décisions de la justice administrative, mais je pensais que tu voulais parler de la justice en général et celle de d'hier, moi je ne la commenterai pas non plus, il faut la laisser passer. Voilà. Il me semble qu'à une époque, tu as soutenu la personne indiquée et je ne suis pas sûr qu'elle ait bien participé au redressement des finances publiques de la France. Que dire de plus? Tu as parlé de la taxe Zuckman, oui c'est vrai. Je suis assez étonné qu'il y ait toujours des gens pour soutenir des causes qui ne les concernent pas. Voilà. Il y a en France, je ne sais pas, mais si tu as 100 millions d'euros sur ton compte en banque, je te félicite, pense à donner sur les 7%, d'intérêt net annuel quand on a plus de 100 millions d'euros, puisque c'est les chiffres que donnent les organismes français. Je pense qu'on peut en donner 2% à l'État. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Ça fait 20 milliards pour les caisses et pour les finances publiques, et c'est bien pour tout le monde. Je te remercie de m'avoir sollicité pour intervenir, et à demain, donc, à Bram, autour d'un... Quand les millions d'euros sont constitués de patrimoine, ils ne génèrent pas d'intérêt. Il y a simplement les placements qui génèrent des intérêts. Je maintiens, je suis toujours épaté par des gens qui défendent des causes qui ne les concernent pas, mais je te souhaite de devenir millionnaire à ce niveau-là, à 100 millions. Mais merci à tous les deux. Vous observez que l'Assemblée nationale n'est pas encore en session, mais nous, par contre, on est prêt à la suppléer à tout moment. Hein. Moi, je voudrais simplement réagir, Monsieur Combet, sur la question du devenir de l'action départementale, parce qu'effectivement, c'est une véritable interrogation. Et je pense qu'on est vraiment à un moment charnière, pas d'ailleurs pour les départements, plus que pour les autres niveaux de collectivité. Hein. Ce que vous avez dit sur l'absence de levier fiscal des départements est totalement identique pour les régions, je dirais même pire, je pense. Et finalement, n'est pas loin d'être aussi vrai pour le bloc communal, où les seuls leviers fiscaux sont liés à des compétences qui doivent s'autofinancer et où, en définitive, les élus en charge de ces collectivités n'ont pas d'autre choix que de faire suivre à la fiscalité un principe de réalité des coûts. Je pense par exemple à la collecte et au traitement des déchets ménagers qui aujourd'hui pèse lourd dans la balance et où on est obligé d'indexer parce que sinon on est en contravention avec la loi. Bon. Donc, la question de la répartition de la ressource disponible pour financer les politiques publiques dans notre pays, elle est à poser. Et moi, je vais vous donner mon point de vue. Je crois qu'avant de faire cela, il faut se poser une autre question qui est celle de savoir quel échelon est le mieux à même de rendre le plus efficacement un service public de qualité aux Français. Il y a deux étapes à franchir. La première, c'est celle de détourer ce que l'État doit faire. Et moi, je crois que l'État doit repenser son périmètre, le restreindre,
s'occuper pleinement et complètement de certaines compétences qui sont de son niveau. Alors, on classe là-dedans la défense, évidemment, l'international, la justice, pour ce qui me concerne, la santé aussi. Donc, je crois qu'elle doit rester du périmètre État, l'éducation. Et une fois que ce détourage est fait, l'État doit aussi se questionner sur la manière dont il porte ses compétences, soit en centrale, soit en déconcentré. Car s'il y a un appel du pied que les Français font, quelle que soit leur appartenance politique et leurs accointances, c'est le besoin de proximité. Donc l'État doit aussi repenser sa propre déconcentration pour être au plus près des concitoyens. Quand ça c'est fait, il y a 3 niveaux de collectivité en France aujourd'hui, bloc communal, département, région. C'est assez simple après de regarder ce qui reste et de dire qui fait quoi le mieux. Et on donne à celui qui le fait le mieux la capacité pleine et entière à le faire. Pleine parce qu'on lui donne le pouvoir de décider et le pouvoir de normer. Je crois vraiment qu'il faut qu'on aille jusque-là. Et entière parce qu'on lui donne avec les moyens de financer la compétence. Et moi, je crois, en plus, que si on fait ce travail, c'est la volonté du Premier ministre. Il est enfin connaisseur des territoires. Hein. Il a été président de département, il est sénateur, il a eu des mandats locaux. Si on fait ce travail finement, on peut peut-être en arriver à la conclusion qu'on n'est pas obligé d'avoir la même compétence exercée par le même niveau partout en France. Je prends un exemple. Je ne suis pas certain qu'à certains endroits, on ne puisse pas imaginer que collège et lycée soient gérés par la région, mais qu'à d'autres endroits, ils soient gérés par le département. Parce que la démographie justifiera que ce soit le cas. Et si on introduit ce niveau de souplesse, je pense qu'il n'y aura plus de débat sur ni ce satané millefeuille qui fait bouillir les Français, ni même l'empilement et le chevauchement et l'entrelacement des politiques publiques. Donc, on nous appelle, responsables d'exécutif, le Premier ministre nous appelle à faire des propositions pour fin octobre. Moi, je peux vous garantir qu'on ne va pas laisser cet appel sans réponse. Parce qu'il ne faut pas qu'on pleurniche et que pour une fois, pardonnez-moi, qu'on nous demande notre avis, on ne soit pas au rendez-vous de cette sollicitation. Donc, moi, je suis preneur également de vos contributions. 31 octobre, c'est rapide. Hein. On a reçu la lettre il y a 2 jours. 31 octobre, c'est dans moins d'un mois. Mais je crois qu'il est de notre devoir de responsables locaux de faire en sorte que nous soyons en capacité d'apporter une vision. On a tous les moyens de le faire parce que depuis 4 ans, ce que nous avons initié ici, c'est précisément la volonté de se prendre en main et de faire la démonstration que nous étions les mieux placés pour conduire certaines politiques publiques. Non pas par l'incantation, mais par les actes. Alors, vous dites qu'il doit y avoir débat, et c'est bien normal, c'est la démocratie, sur les choix. Moi, je souscris complètement, en particulier en matière d'investissement. On peut ne pas être toujours d'accord, mais je pense que sur la méthode, il n'y a pas d'autre façon d'agir. Il n'y a pas d'autre façon d'agir. Le reflet de la CRC, du travail de la CRC sur nos comptes, moi je ne veux pas non plus m'en arroger tout le bénéfice. Hein. C'est le fruit de décennies de gestion prudentielle, je ne raffole pas de ce mot. Je veux plutôt employer le terme cohérente, responsable. Responsable. Responsable pourquoi ? Parce qu'il y a toujours eu ici le souhait de faire en sorte qu'on accomplisse le mieux possible les missions qui sont entre nos mains et qui sont des missions pour le quotidien des Aveyronnais, tout en conservant la possibilité d'investir. Et cette volonté de garder la possibilité d'investir, c'est la seule qui nous permette de projeter l'Aveyron dans le futur. Si demain, il n'y a plus de commandes publiques, s'il n'y a plus de projets, s'il n'y a plus de grands projets, on ne projettera pas le département dans le futur, on ne tirera pas les communes, les communautés de communes vers le haut. Alors, vous interrogez sur notre feuille de route. Notre feuille de route pour le mandat, elle est plus qu'ambitieuse. Hein. Je vais m'arrêter 1 minute sur la RN 88.
La RN 88, on a toujours dit, et moi j'ai toujours dit, qu'il n'était pas envisageable que le département seul supporte cet investissement. Je vous rappelle l'ordre de grandeur, c'est 500 millions d'euros. Donc ça n'est pas envisageable. Par contre, je ne veux pas laisser dire, et malheureusement, certains esprits, plutôt malveillants d'ailleurs, cherchent à faire croire aux Aveyronnais qu'on ne fait rien. On ne fait pas rien. Moi, j'en ai pas fait des caisses là-dessus, mais le CPER mobilité qui prévoit 40 millions d'euros de l'État et donc 20 millions d'euros de la région, 20 millions d'euros du département pour l'itinéraire 88, c'est le seul CPER en France qui est inscrit des crédits sur une route de cette catégorie pour la période qui s'ouvre maintenant. Donc 80 millions d'euros, ce n'est pas assez, mais si on ne s'était pas battu, il y aurait zéro. Il y a déjà 80. Là, notre travail actuel, c'est de faire en sorte que le plus vite possible, nous consommions ces 80 millions d'euros pour évidemment marquer les esprits en faisant en sorte qu'il y ait des travaux. Et en parallèle de ça, le combat se continue tous les jours pour chercher la suite des financements et des autorisations environnementales. Donc là, moi j'attends avec impatience la désignation du gouvernement, car je veux me rendre le plus vite possible auprès du Premier ministre, du ministre des Transports, pour que nous poursuivions les négociations qui étaient engagées, plus qu'engagées, avec l'équipe qui est sortie, et avec la précédente et avec l'antéprécédente. C'est un éternel recommencement, mais on repart quand même pas complètement de zéro à chaque fois, puisque heureusement, il y a des équipes qui restent en place et qui savent l'importance que nous y accordons. Donc, on va se battre. On a besoin, je pense, d'être soudés, puisque c'est une ambition que tout le monde partage. Et je ne doute pas que ce sera le cas. Merci. Donc, ce rapport, effectivement, est un non-acte. Pas d'opposition. Il n'y a même pas de vote, d'ailleurs. Donc, parfait. On passe au rapport suivant, qui est le rapport sur l'habitat que présente Valérie Abadiroc. Chers collègues, alors tout d'abord, ce rapport s'inscrit dans la continuité de notre délibération du 13 décembre 2024, à l'appui de laquelle le département a décidé de porter le pacte territorial. Ce rapport est l'expression d'une volonté politique d'investir, comme l'a rappelé tout à l'heure notre président, plus encore sur la thématique de l'habitat et d'aller encore plus loin, tant dans le lien et les enjeux sont étroits avec la politique d'attractivité qui est la nôtre au sein du département de l'Aveyron. Comment demain installerons-nous de nouveaux arrivants sur notre offre de logement qui n'est pas en adéquation avec les aspirations des ménages d'aujourd'hui? Nos entreprises peinent parfois à recruter ou nos jeunes apprentis à trouver un logement à proximité de leur entreprise. Quelle attractivité pour un bourg au volet fermé. Notre collectivité se tient de longue date aux côtés du bloc communal pour l'accompagner dans les projets de rénovation, de réhabilitation des centres-bourgs. La compétence habitat est partagée entre différentes strates et différents acteurs. La situation nécessite une convergence de nos actions. C'est ce qu'a amené le département à lancer l'élaboration du plan départemental de l'habitat, aux côtés des services de l'État. Cette démarche a été lancée le 12 mai dernier et donnera lieu à un nouveau rendez-vous à l'automne pour instituer la première phase de diagnostic. 16 communautés de communes ont souscrit et s'engagent aux côtés du département. 3 intercommunalités porteront leur propre acte. Ce rapport fait l'objet d'un examen de commission, qui a reçu un avis favorable. Et aujourd'hui, ce rapport précise les modalités de mise en œuvre et autorise le président à accomplir toutes les démarches nécessaires concernant la contractualisation à venir avec l'ANA pour 4 ans. La contractualisation avec Ouest Aveyron et la constitution d'un groupement de commandes pour les communautés de communes qui souhaiteront actionner des permanences complémentaires à celles initiées au département.
Merci beaucoup. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Je n'en vois pas, donc je n'y reviens pas, mais c'est un pan très important. C'est Arnaud Combet qui parlait de démographie. On est engagé pour l'attractivité démographique du territoire, mais il faut avoir du logement adapté aux aspirations de ceux qu'on veut faire venir. Notamment, il faut aussi adapter le logement à l'évolution de notre population, notamment à son vieillissement. Donc on a beaucoup d'enjeux et ce travail doit être fait là aussi en dentelle avec les communautés de communes qui s'y engagent parce qu'elles sont au plus près de ces besoins. Donc pas d'opposition, pas d'abstention, ce rapport est adopté. Rapport suivant, il est présenté par Magali Bessaou. Alors ça concerne les abribus donc, que nous avons sur nos communes et partout dans le département. Donc on est propriétaire de 170 abribus qui ont tous été installés dans les années 90 dans le cadre d'un programme mené en partenariat avec les communes. Ces équipements, forcément, jouent un rôle important dans l'aménagement du territoire et l'organisation des mobilités, notamment pour nos collégiens, mais bien au-delà. Un état des lieux a été réalisé en début d'année et a révélé que la majorité de nos abribus sont vétustes ou dégradés avec des problèmes fréquents que vous constatez vous-même, de vitres cassées, menuiseries endommagées ou autres. Dans ce contexte, donc, il est proposé d'engager une démarche pluriannuelle de modernisation du parc, avec plusieurs objectifs qui sont évidents, comme moderniser le mobilier urbain pour le rendre plus fonctionnel, accessible et sécurisé, le confort de nos usagers, et surtout en intégrant les normes d'accessibilité PMR, entre autres. Le coût estimé pour le remplacement d'un abribus est de l'ordre de 20 à 25 000 euros, incluant la dépose, la réfection de la plateforme et la pose du nouveau mobilier. Le coût global du programme est estimé à 3,8 millions, sous réserve bien sûr du vote des crédits au budget. Donc si vous en êtes d'accord, nous pourrions lancer les études et consultations en fin d'année pour valider des modèles et préparer les travaux en 2026 et commencer le remplacement en fin d'année 2026. Merci. Des questions sur ce rapport? Je pense que chacun voit au gré de ses déplacements que nos abribus ont vécu. Pas d'opposition, pas d'abstention. Donc le rapport est adopté. Rapport suivant, toujours Magali. Alors là, ça concerne l'internat. Donc pour répondre aux besoins d'attractivité médicale sur notre territoire, le département Rodez Agglomération et le centre hospitalier de Rodez travaillent depuis maintenant plusieurs années à renforcer l'accueil des étudiants de santé. En avril 2023, un engagement formel a été pris pour la création d'un internat territorial à Rodez, un projet structurant qui vise à accueillir des internes en médecine, bien sûr, des étudiants paramédicaux, à offrir un hébergement de qualité et un lieu de vie partagé pour ces étudiants, à renforcer les liens entre médecine de ville et médecine hospitalière et contribuer à l'universitarisation du territoire. Les caractéristiques principales du projet sont une localisation à proximité immédiate du centre hospitalier, bien sûr, de Rodez. 70 logements meublés sont prévus, une surface utile de 1795 mètres carrés, les espaces partagés pour nos jeunes étudiants de coworking, cuisine, etc. Une construction, bien sûr, durable, avec, via la géothermie, des matériaux biosourcés, des panneaux solaires, etc., etc. Le coût prévisionnel des travaux s'élève à un peu plus de 5 480 000 euros, une légère hausse de 4% liée essentiellement aux études techniques. Le coût de l'opération globale, 8,5 millions. Les financements confirmés sont ceux du département pour 1,5 million, Rodez Agglo 1,5 million et l'ARS Occitanie pour 1,5 million. Des financements ont été sollicités et restent en attente pour la région et l'État à hauteur d'1,5 million chacun. Le portage du projet est assuré par le centre hospitalier de Rodez qui assumera la construction, l'exploitation et les éventuels logements vacants. Un loyer mensuel de 250 € est prévu pour les futurs occupants. Donc le dépôt du permis de construire et consultation des entreprises seront faits d'ici la fin de l'année. Le début des travaux est prévu au deuxième trimestre 2026 pour une livraison en fin 2027 afin que tout soit prêt pour la rentrée des internes en novembre 27. Voilà, Président. Merci beaucoup. Donc, ce projet, deux mots, je vous donne la parole. Il est essentiel. Là aussi, aucune polémique, mais je tiens quand même à vous dire à vous que le département est extrêmement moteur depuis le début. Ce sont d'ailleurs nos services qui assurent toute l'ingénierie du projet.
depuis que nous nous sommes lancés dans cette aventure, qu'elle soit technique ou financière. Hein. Donc on est vraiment à la manœuvre avec l'hôpital de Rodez qui a accepté, après pas mal d'études sur le portage de la maîtrise d'ouvrage, d'être maître d'ouvrage de l'opération. Donc c'est l'hôpital de Rodez qui sera maître d'ouvrage de l'opération et l'agglomération donc qui cofinance à la même hauteur que nous et que la RS 1,5 million. Et donc, puisque nous avons un émissaire auprès de la présidente de région, je voudrais charger M. Cavallery d'un deuxième message. C'est que la région n'a pas statué sur sa participation financière, malgré nos incessantes relances. Et moi, je voudrais vraiment insister sur le fait qu'il ne serait pas compréhensible par les Aveyronnais, par les professions médicales, par tous les acteurs du soin et de la santé, qu'un projet de cette envergure ne bénéficie pas du soutien régional. J'ai eu l'occasion de m'en entretenir avec Carole Delga à plusieurs reprises. Elle m'avait annoncé lors de notre dernière entrevue dans son bureau à Toulouse qu'une décision serait rendue en juin. On est bientôt en octobre. Nous devons lancer l'opération parce que si nous ne sommes pas au rendez-vous de la rentrée 2027, il y aura une fuite des étudiants vers d'autres destinations. Et donc, il est important, capital, que ceux parmi vous qui avaient l'oreille de la présidente de région lui fassiez comprendre que nous avons besoin de la région pour que la lutte qu'on a contre la désertification médicale ne perde pas un maillon essentiel des dispositifs qu'on a mis en place. Madame Vidal. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je voudrais bien évidemment dire un mot sur ce dossier. Vous venez de le dire, il est essentiel pour l'Aveyron. Il est attendu depuis longtemps, depuis plusieurs années sur le bassin de vie ruthénois. Et vous l'avez dit, c'est un projet qui sera porté en tout cas par l'hôpital de Rodez pour la construction, la solvabilité et la gestion sur le temps long. L'Aveyron, le département de l'Aveyron et vos services et nos services, en effet, y travaillent depuis très longtemps, en particulier avec la cellule attractivité. Sur la question du lieu, et vous l'avez dit aussi, c'est vrai que ce projet, d'abord, il aurait pu être porté par un autre acteur, qu'il soit public ou privé. Une autre localisation aurait pu être choisie, plus proche du centre-ville. Mais ce choix, on peut dire qu'il a le mérite de consolider l'hôpital de Rodez comme un acteur majeur dans la lutte contre la désertification médicale. Les sommes engagées ne sont pas négligeables et nous faisons le vœu que ce projet ne connaîtra pas de dépassement comme ce fut le cas pour d'autres projets ruthénois. Alors, je ne voudrais pas que les éléments financiers et les aspects techniques masquent l'utilité pour notre territoire de la construction de cet internat. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé vous avez évoqué l'aspect financier, ça a été évoqué déjà dans la presse, mais ce qui est important, et vous l'avez rappelé, c'est le cœur du projet, c'est faciliter l'hébergement des jeunes internes et des professionnels de santé qui, demain, vont s'installer sur le territoire. C'est aussi un outil de plus, un dispositif de plus, dans la reconquête d'un système de santé local et du coup une réponse à nos concitoyens au même titre que la construction des maisons de santé, la politique d'accueil que nous menons pour les jeunes internes, la construction de l'hôpital médian du Sud-Aveyron, la téléconsultation ou demain, nous l'espérons toujours, le salariat de médecins dans des centres de santé. Alors pourquoi aussi cette offre d'hébergement elle est importante ? Parce que, je ne sais pas si tout le monde le sait ici, mais 100% des jeunes médecins qui sont installés en Aveyron sur notre territoire, ils sont venus en formation ou en remplacement ici. Donc cet internat aussi, c'est une manière de venir réduire tout ce qui est contingence matérielle et de rendre notre département plus attractif. Et en Aveyron, il faut qu'on ait tous en tête que c'est plus de la moitié des internes que compte notre département, environ 80, qui doivent trouver un nouveau logement meublé tous les 6 mois. Voilà. Donc je voulais juste le rappeler, dire l'importance de ce projet pour l'Aveyron, pour l'accès aux soins, pour le bassin de Rodez, et c'est un beau projet que nous sommes heureux de soutenir. Je vous remercie. Merci Madame Vidal de cet argumentaire complet auquel je souscris et nous souscrivons, et je ne doute pas que vous aussi, Abraham, demain,
le ferai valoir auprès de Madame Delga, qui doit en être au moins aussi persuadée que nous, et que vous nous reviendrez avec une très bonne nouvelle lundi. Merci. Je mets aux voix ce rapport. Pas d'opposition, pas d'abstention. Il est adopté et c'est le dernier de notre séance, donc elle est levée.